Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence, le singe, l'homme et le robot. Alors bien évidemment, nous allons parler de ça dans un aspect historique, philosophique et politique. Je vais m'inspirer de mon livre qui s'appelle Révolution, dont vous pourrez trouver le lien en bas. Notre origine. Alors, n'en déplaise aux créationnistes, l'âge de l'univers est d'environ 14 milliards d'années. Alors, vous avez tous entendu parler du Big Bang, cette théorie mise au point par un abbé catholique, dit tout simplement que l'univers a été contracté dans une tête d'épingle et qu'il y a eu une implosion, pas une explosion, une implosion, et l'univers s'est ensuite répandu dans toutes les directions, dans différentes phases. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais 400 000 ans après environ le Big Bang, la lumière, c'est-à-dire les photons, les petits paquets de lumière ont commencé à pouvoir se détacher du magma originel. Et c'est ce qu'on arrive à voir dans le fond cosmique avec le redshift, c'est-à-dire le décalage de la couleur, plus le temps passe et plus les distances sont grandes, qui nous permet de calculer l'âge de l'univers. Donc environ 14 milliards d'années. Notre planète, la Terre, c'est environ 5 milliards d'années. Les pierres les plus anciennes, comme le zirconium, le diamant, ont à peu près cet âge-là. Ensuite, l'humain est apparu, enfin l'humain, les animaux sont apparus, sortis de l'eau, vous le savez. L'oxygène a permis la vie de petits mammifères par la suite. Et de fil en aiguille, l'homme est apparu. Alors, nous avons, les hommes et les singes, les primates, un même ancêtre. Et il y a eu ensuite des bifurcations jusqu'au moment où les hominidés, c'est-à-dire nous, avons acquis des facultés cognitives. Alors, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Qui est arrivé le premier, le langage ou l'intelligence? Plus ou moins, sans doute en même temps, ou alors une entité extraterrestre aurait créé l'intelligence sur Terre. Là, je vous invite à regarder 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est un vieux film, mais intéressant. Toujours est-il qu'il y a environ 450 000 ans, l'homme a sans doute commencé à maîtriser le feu. Alors ça, c'est un point très important parce que cela permet de prédigérer la nourriture. La cuisson est sans doute une des clés de notre évolution. Parce que vous avez peut-être remarqué que les animaux sauvages, prenons un mammifère par exemple, mangent toute la journée. Et ensuite, il est en digestion permanente. Et sa vie n'est qu'une quête de nourriture. Pareil pour un tigre ou un autre carnassier, lui, entre deux repas, reste vif et saisi par la faim, il a une certaine forme d'agressivité qui va lui permettre de chasser sa proie, mais une fois qu'il a mangé, une fois qu'il est rassasié, il va dormir. Parce que digérer, la digestion est quelque chose qui demande énormément de ressources. Alors le fait d'avoir maîtrisé le feu a permis à nos ancêtres de commencer à prédigérer la nourriture, parce que la cuisson c'est ça. Et donc ça nous permet de pouvoir digérer de manière bien plus rapide. Et ça c'est sans doute une clé de l'évolution. Le langage, sans doute apparu il y a 200 000 ans, est apparemment lié à notre
posture bipédique qui a permis de débloquer la mâchoire inférieure, ce qui a apporté la faculté de pouvoir parler. Et tout le système cognitif est sans doute, s'est enclenché sans doute en même temps, dès les premiers mots, etc. La digestion rapide, une nourriture plus riche. Alors l'histoire de la viande est remise en question, hein, que la viande qui apporte énormément de calories, parce qu'il y a d'autres nourritures, mais enfin c'est pas très intéressant. En tout cas voilà, ça a permis d'avoir des facultés cognitives. Autre point qui nous distingue des animaux, et notamment les singes, nos cousins les plus proches, hein, notamment les bonobos par exemple, c'est que les bébés humains naissent avec une grosse tête, et surtout le cerveau humain, le bébé humain, une fois qu'il est né, nécessite une attention durant facilement 5-6 ans, extrêmement particulière, et c'est totalement différent des autres primates. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous continuons notre croissance à l'extérieur, et notamment le cerveau. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire que pendant 4-5 ans, le bébé apprend. C'est pour ça qu'il faut lui parler, c'est pour ça qu'il faut lui expliquer des choses. Il va mettre en place tout son réseau neuronal par rapport à ce qu'on va lui apprendre. Donc ça c'est très important, c'est extrêmement différent chez les primates. Un singe né, il a tout acquis déjà, il va marcher, il peut quasiment se débrouiller. Bon, bien sûr, il a besoin d'une attention maternelle pendant quelques années, mais c'est incomparable avec l'humain. Nous naissons, nous ne sommes pas formés, nous ne sommes pas finis. Nous continuons notre structuration à l'extérieur. Hein. C'est quelque chose de très très important. C'est pour ça qu'il faut, avec un bébé, ne pas lui parler le langage bébé, agueux, il faut lui parler le plus normalement possible pour qu'il puisse écouter les mots, lui faire écouter de la musique, etc., etc. Le processus cognitif continue après la naissance. Donc, c'est ce qui nous distingue profondément de nos cousins les singes, les primates. Et d'ailleurs, c'est aussi notre faiblesse, puisque un bébé humain est totalement incapable de se débrouiller. Il y a quelques cas assez rares et exceptionnels d'enfants sauvages. Et d'ailleurs, les enfants sauvages sont irrattrapables. Au niveau cognitif, ils stagnent tous à peu près à un âge mental maximum de 7-8 ans. Et ils ne peuvent plus progresser parce que les connexions dans le cerveau ne se sont pas faites. Donc c'est quelque chose de très important. Même si le cerveau est élastique, même si on perd une partie du cerveau, on va survivre, de nouvelles connexions vont s'établir dans le reste du cerveau, etc. Mais l'élément clé, c'est la petite enfance, où vraiment tout se met en place. Et c'est extrêmement important. Alors que chez les primates, chez les singes, eh bien, ils naissent déjà quasiment structurés, ils vont apprendre des choses tout au long de leur vie. Hein. Il y a ces fameux singes au Japon qui nettoient leurs pommes de terre, hein, et ça c'est une sorte d'héritage culturel qu'ils se transmettent, mais ça reste assez rare. Le singe peut utiliser des outils, mais il ne peut pas utiliser des outils pour créer des outils. Ça c'est très important à comprendre. C'est-à-dire qu'il ne va pas créer un outil qui va lui servir à fabriquer d'autres outils ou d'autres matériaux ou choses qui vont permettre de construire autre chose. D'accord ? Il est dans un état premier. Il peut prendre une pierre pour casser une noix, prendre une pomme de terre et la laver à l'eau salée, ce qui va donner un bon goût un peu iodé, mais voilà, il s'arrête là. Ce phénomène culturel peut être hérité, c'est-à-dire qu'il va être transmis, mais très peu amélioré.
très peu amélioré. Les chercheurs qui ont étudié ces singes au Japon, en fait, de génération en génération, ils se transmettent ce savoir-faire, mais il n'y a pas eu une grande évolution suite à cela. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est notre cerveau, ce qui est à l'intérieur de notre crâne, qui, normalement, fait la différence, pour la plupart d'entre nous, avec les autres mammifères, et notamment nos cousins, les singes. Alors, ce cerveau est un outil fantastique, incroyable, qu'on découvre à peine aujourd'hui, qu'on ne comprend pas encore parfaitement. Mais ce cerveau est une machine à penser, à calculer, à imaginer, à communiquer. C'est un outil unique. Il faut savoir que nous émettons également... Alors, petite parenthèse, comme d'habitude, vous savez que dans l'univers, tout est onde. Tout est onde dans le sens où les particules élémentaires sont des ondes, nous sommes sensibles aux ondes, nous émettons des ondes, notre cerveau émet des ondes. Alors ça a été étudié avec le vénérable Mathieu Ricard dans des phases de méditation, de manière tout à fait scientifique. Et on calcule et on peut mesurer les ondes émises par le cerveau. Quand on est en méditation, en bien-être, on émet un certain type d'onde. Quand on est stressé, en conflit, etc., on émet un autre type d'onde. Et c'est ce que souvent vous avez peut-être remarqué. Vous vous dites, j'ai un bon feeling avec cette personne, et ainsi de suite, mais c'est une question d'onde en fait. C'est pas quelque chose de miraculeux, c'est tout à fait scientifique. Notre corps, notre cœur, notre cerveau émet des ondes, et nous sommes sensibles forcément aux ondes. Bon, je n'entrerai pas dans les débats des 5G et autres, mais notre cerveau émet des ondes. Alors, il y a dans notre cerveau beaucoup de théories sur ces possibilités, l'intelligence. Alors, petite autre parenthèse, qu'est-ce que l'intelligence ? Vaste question, c'est compliqué d'y répondre. Il y a différents types d'intelligence. Il y a la sensibilité, mais également la logique, la capacité de calcul, etc., etc. Le test de QI est une référence puisque c'est quelque chose qui va établir une hiérarchie de l'intelligence, mais de la partie intelligence, on va dire fonctionnelle, pas artistique ni émotive, mais la partie intelligence fonctionnelle qui aide à résoudre les problèmes. Qui va permettre de structurer une logique pour résoudre un problème, c'est-à-dire affronter quelque chose d'inconnu, prendre des éléments connus du passé, les changer, les transformer, de manière à inventer une solution qui n'existe pas encore. Ça, c'est une forme d'intelligence. Voilà. Mais bon, c'est pas parce qu'une personne a un haut niveau de QI qu'elle est gentille. Un haut niveau de QI n'est pas du tout corrélé à la gentillesse, à la bienveillance et à l'amour en général. Ça, il faut bien évidemment bien le comprendre. Alors, notre cerveau est une boîte à miracles. Il y a beaucoup de différentes thèses, je ne vais pas rentrer dans tout, mais enfin, je vais vous en citer quelques-unes que je prends de mon livre. Par exemple, il y a 15 ans, il y a des scientifiques qui ont découvert un lien entre notre ADN, bon alors ce n'est pas directement le cerveau, mais notre ADN et les photons. D'accord ? Notre ADN communiquerait avec les photons, enfin il y aurait des interférences d'ondes. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, nous sommes sensibles à tout ce qui nous entoure, mais également au niveau quasi quantique. On y reviendra après.
Ne vous inquiétez pas, je ne crois pas à certains délires sur la physique quantique, mais il y a des choses intéressantes, notamment cette liaison entre notre ADN et les photons, et ainsi de suite. On sait que l'ADN, par exemple chez des personnes stressées ou culturellement stressées, c'est-à-dire des catégories sociales qui subissent du stress, qui n'arrivent pas à s'épanouir, etc., etc. Donc on va dire par exemple plutôt le prolétariat, les prolétaires, vont hériter d'un ADN de fil en aiguille, de génération en génération, d'un ADN abîmé. Alors ça c'est aussi important parce que ça peut expliquer beaucoup de choses, la dépression, l'obésité, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont liées avec ça. Mais là je vais vous parler de Sir Roger Penrose. Alors, c'est un mathématicien, physicien anglais, qui pense qu'il y a au sein des microtubules de notre cerveau, c'est-à-dire des toutes petites structures, qu'elles sont polarisées par des protéines qui se trouvent dans ces cellules et qui sont sensibles, on va dire, aux ondes quantiques, pour faire simple. Hein. Il y a plus de détails dans mon livre. Et ça voudrait dire que notre cerveau serait, mais alors, bien plus complexe que ce qu'on pourrait croire. On sait que notre cerveau a une capacité de 5 à 10 pétaflops de calcul. Alors ça, c'est des termes informatiques, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre cerveau est extrêmement rapide en réalité, et que pour qu'un ordinateur puisse établir autant de connexions simultanées qu'un cerveau humain, ça arrivera peut-être d'ici 25 ans, 20 ans, 25 ans, d'après les plus grands scientifiques de l'intelligence artificielle, comme M. Yann LeCun. Bon, pourquoi pas? Pour l'instant, on n'y est pas du tout, et j'en parlerai après, mais si on se réfère juste à nos capacités de connexion, de calcul du cerveau humain, si on continue et qu'on n'est pas bloqué par la miniaturisation et la physique quantique et les effets tunnels des microprocesseurs, parce que c'est un blocage auquel on va faire d'ici quelques années. Donc peut-être qu'on passera à l'informatique quantique, hein, il y aura peut-être un saut. Mais si on arrive dans le trend actuel, si on arrive à maintenir le doublement de capacité de calcul, etc., la loi de Moore, d'ici 20 ans, les ordinateurs devraient avoir des capacités de calcul équivalentes à notre cerveau. Et à ce moment-là, certains pensent que ça sera le point de flexion de la conscience. Bon, je vous laisse méditer là-dessus. Peut-être, peut-être pas, on verra, hein, pour ceux qui seront vivants dans 20 ans. Mais c'est des théories. C'est des théories, bon, est-ce qu'un ordinateur pourra acquérir une conscience? Bon, à voir. À voir. Toujours est-il que si, et c'est là où Penrose et d'autres disent non, c'est pas possible, parce que si notre cerveau est articulé au niveau quantique par d'autres phénomènes et pas que par nos liaisons synaptiques, ça veut dire qu'en fait ce n'est pas 10-15 pétaflops, mais largement plus que notre cerveau est capable de calculer à la seconde. Bon, voilà. Donc sans rentrer trop dans des niveaux techniques, sachez que pour résumer sur cette partie, notre cerveau est un outil unique. Notre cerveau, un cerveau moyen, possède 10 puissance 15. Alors 10 puissance 15, vous pouvez faire ça sur Google. Hein, 10, le signe puissance, hein, les deux flèches vers le haut, 15. C'est-à-dire que c'est un 1 suivi de 15 zéros. Donc c'est un chiffre qu'on ne peut pas appréhender au niveau humain, mais c'est énorme. C'est plus que le nombre d'étoiles dans notre galaxie. Un cerveau standard, d'accord? C'est le nombre de connexions qu'il peut établir afin que notre conscience, que notre esprit existe, d'accord? Et là, je ne parle même pas d'éventuelles connexions au niveau quantique, hein, ce que Penrose et d'autres expliquent. Donc, bon, voilà.
les scientifiques les plus terre à terre, qui se méfient de tout ce qui est un peu quantique, disent oui, d'ici 25 ans, les calculateurs ont des capacités de calcul suffisantes, voire les calculateurs quantiques, pour avoir la capacité d'un cerveau humain. Reste quid la question de la sensibilité, la question des émotions, des ondes, voilà, à voir. Mais voilà, le cerveau humain est un objet unique dans le règne animal, mais aussi unique dans l'univers, parce que pour l'instant, nous n'avons pas rencontré d'autres êtres vivants ayant des capacités cognitives, même si sur Mars, on va peut-être découvrir des molécules, des choses, des bactéries, etc. Mais enfin, nous sommes loin du cerveau humain. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Nous avons également des bactéries. Alors, en cette période de virus, il faut quand même bien comprendre qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais virus, hein. Il y a des virus, comme il y a des bactéries, et c'est ce qui nous maintient en vie. Alors, certains virus vont chercher à détruire, d'autres virus vont nous aider, les bactéries, c'est un peu la même chose. Mais le professeur Collins, au Canada, il y a une bonne dizaine d'années maintenant, c'est un des premiers à avoir parlé de nos bactéries et également de nos neurones présents dans l'estomac. Alors, il y a eu un très bon reportage sur Arte sur le sujet, j'essaierai de mettre le lien en bas. En réalité, vous pensez avoir une conscience, vous pensez avoir un moi, un soi, mais là, on va rejoindre un peu le bouddhisme. Eh bien non, vous n'êtes pas seul à décider dans votre corps et dans votre cerveau. Vous savez, les expressions avoir la peur au ventre, etc. C'est des expressions de bon sens. En réalité, le cerveau le plus primitif, c'est notre estomac. D'ailleurs, il y a des animaux qui n'ont pas du tout de cerveau ni de boîte crânienne et qui ont juste un estomac. Mais comme il y a des cellules, il y a des neurones dans les estomacs, dans notre estomac. D'ailleurs, un chien, nous avons à peu près, pour vous donner une idée, autant de neurones dans un estomac humain que dans le cerveau d'un chien. Et un chien est relativement intelligent si on le dresse. Hein. Donc ça veut dire que notre estomac est un être. En tout cas, il émet des émotions, des sentiments. Vous savez, souvent, on a des choses qui viennent du ventre. Hein. C'est l'estomac, avoir du ventre. Hein. Et ces neurones sont connectés aux neurones du cerveau par une autoroute, hein, qui est la moelle que nous avons dans notre colonne vertébrale. Alors ça, c'est les neurones. Mais en plus des neurones de notre cerveau qui communiquent en permanence et qui sont, c'est un peu des choses instinctives. Vous savez, je reviens à la digestion. J'en ai parlé tout à fait au début. La digestion est quelque chose d'extrêmement complexe et qui prend énormément de ressources. Hein, c'est pour ça que c'est bien de faire des jeûnes de temps en temps parce que ça repose la machine. Eh bien, c'est les neurones du cerveau qui s'occupent de ça. Hein. Mais en collaboration avec les bactéries. Alors, nous avons environ 100 000 milliards de bactéries, d'accord ? C'est encore toujours plus que le nombre d'étoiles dans l'univers. Et ces bactéries jouent un rôle capital. Alors, je vous donne juste un exemple, vous allez comprendre. Le professeur Collins a fait l'expérience suivante. Il a pris toute la flore intestinale. Si vous enlevez la flore intestinale d'une souris de laboratoire, cette souris perd toute notion de peur de la mort. C'est-à-dire qu'elle va faire des choses totalement insensées, extrêmement risquées. Elle va voir un chat, elle ne va plus avoir peur, et ainsi de suite. D'accord ? Donc ça veut dire que c'est nos bactéries qui, entre autres, nous maintiennent en vie, mais au niveau cérébral. C'est-à-dire qu'elles ont un rôle extrêmement important dans notre équilibre mental. Il a fait également une autre expérience avec les souris. Cette fois-ci, il a
toujours enlever la flore intestinale des pauvres petites souris, et il a pris de la flore intestinale de chat qu'il a mis dans la souris. Et là, la souris a un comportement extrêmement étrange, elle a été attirée par les chats. Comme si la flore intestinale, la flore de chat dans la souris, communiquait avec les neurones de l'estomac et demandait au cerveau, va vers le chat, fais-toi manger par le chat, je dois réintégrer mon habitat. Bon. C'est des choses assez incroyables. Tout ça pour dire que le cerveau humain n'est pas seul, il communique avec le cerveau de l'estomac, plus avec les centaines de milliers de bactéries que nous avons en nous et qui nous maintiennent en vie. Alors voilà, c'est cette machine humaine, notre corps. Alors, les neurones de l'estomac, tous les mammifères en ont, hein, nos cousins les singes en ont, etc. Mais en moindre quantité, et notamment, ils n'ont pas le cerveau humain, qui est une machine d'une complexité extrême. Alors, je vais vous raconter une anecdote sur le cerveau humain. Tout le monde connaît Einstein, parce qu'il a été très très médiatisé, ce grand génie. Et là, je fais une autre petite parenthèse, parce que le génie, souvent on dit c'est quoi? Est-ce héréditaire? Est-ce 90% de travail, etc. Moi, je citerai, alors c'est d'Einstein, hein, mais je n'ai pas la citation exacte. En réalité, Einstein a pu être le génie qu'il fut parce qu'il avait un travail qui lui donnait du temps libre. Et ça, c'est extrêmement important. Si vous n'avez pas de temps libre, comment voulez-vous réfléchir? Si vous êtes tenu par votre travail, vos enfants, votre train-train quotidien, Netflix, les réseaux sociaux, vous ne lisez pas, vous n'avez pas le temps de réfléchir, de vous poser, d'écrire, de développer des idées, eh bien, l'intelligence régresse. Mais Einstein a eu la chance dans sa vie de ne pas être un Allemand comme les autres, puisqu'il était de confession juive, et il n'a pas été accepté dans les grandes universités de son temps. Et alors, il a dû accepter un travail, on va dire, à l'Institut des brevets. Donc, il était au guichet, il recevait les brevets, il étudiait, etc. Et ça lui a donné du temps libre. Et qu'a-t-il fait avec ce temps libre? Il a laissé s'exprimer des émotions de naïveté d'enfant face à des problèmes majeurs de physique. C'est-à-dire qu'il a eu un regard nouveau sur la physique de son temps. Il n'a rien inventé, ce monsieur. Il a pris des idées du temps, car une idée n'appartient pas à un individu, une idée appartient au temps. Mais il a récupéré les idées de son temps, et il y a apporté un regard nouveau, puisqu'il en avait le temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, donc ça c'est très important. Le génie, c'est avoir du temps et une sensibilité, une naïveté d'enfant, dans le sens où vous n'allez pas avoir peur de vous poser des problèmes que personne n'a osé se poser par consensus universitaire. Voilà un peu le génie d'Einstein. Alors vous savez que Einstein, quand il est mort, c'est l'anecdote, durant l'autopsie, son cerveau a été volé. Et oui, un méchant docteur a volé son cerveau puisqu'il voulait comprendre le génie d'Einstein. Bon, alors la seule chose qu'il a, après, dans les années 20 ans après, bon, on a retrouvé le cerveau, le docteur, vieillissant, a avoué et a rendu le cerveau d'Einstein. Et en réalité, qu'a-t-il ce cerveau de particulier? Pas grand-chose, si ce n'est qu'il a beaucoup de ce qu'on appelle de matière grise. Le cerveau, en fait, est recouvert d'une matière blanche, et cette matière entretient les neurones. Et a priori, il en a plus que les autres, il a une grande quantité. Et on pense aujourd'hui qu'en fait les neurones sont interconnectés au niveau avec des signaux électriques, mais que cette matière blanche entretient les neurones et donc apporte une faculté, un bien-être, un bon état de santé aux neurones. Et voilà, les gens qui ont des capacités des QI importants bénéficieraient de cela. Donc ça c'est bon, je ne sais pas, ça reste à être déterminé, mais enfin c'est une piste.
C'est une piste bon, voilà, sur le cerveau d'Einstein. Bien évidemment, il y a aussi une partie culturelle, peut-être héréditaire. Il y a souvent des familles de musiciens, il y a souvent des familles de mathématiciens. Pourquoi? Tout simplement puisque, comme on l'a évoqué tout à fait au début de la vidéo, les 5 premières années du bébé sont les plus importantes parce que c'est elles qui vont structurer définitivement son cerveau. Et si vous lui apportez une connaissance, et s'il baigne dans une famille de musiciens, il entend de la musique, il tapote un peu sur un piano, etc., les neurones vont se former à cela. Vous comprenez? D'ailleurs, une autre anecdote à ce sujet, là on va en Hongrie, c'est un professeur de mathématiques, il me semble, si je retrouve, je vous le mettrai dans le lien en bas. Toujours est-il, il est passionné par les jeux d'échecs et il se pose la question de savoir pourquoi y a-t-il des génies aux échecs? Et donc, ce qu'il fait, lui pense que ce n'est pas héréditaire. Il est persuadé que c'est un problème d'apprentissage dans les 5 premières années des enfants, et après, bien évidemment. Et ce qu'il fait, il a 2 filles, je crois, et sa fille aînée, il va l'entraîner aux échecs dès le plus jeune âge. Et il va vraiment, alors c'est du bourrage de crâne, hein, ça c'est un peu ce que font les Chinois, les Japonais, vous savez, avec le piano, etc. On martyrise un peu l'enfant, bon. Mais enfin, toujours est-il qu'elle apprend à jouer aux échecs très jeune. Son père vraiment s'occupe d'elle tous les jours, elle apprend tous les coups, etc. Et elle devient un génie des échecs. Alors, elle n'est pas devenue championne du monde, mais enfin, presque. Elle a été très loin, très haut. Et cela prouverait que c'est l'éducation, hormis peut-être héritage génétique, hein, puisque ça existe aussi, mais l'éducation joue un rôle dans les premières années de l'enfant. D'ailleurs, c'est comme ça que des singes ou des gorilles apprennent le langage des signes. Si on les éduque très jeunes, ils ont une certaine capacité cognitive, mais qui ne pourra pas dépasser un plafond de verre. Hein, il y a une limite. C'est comme les enfants sauvages qui n'ont pas bénéficié de cette relation humaine au plus jeune âge. Ils ne peuvent pas dépasser, comme un peu les singes, etc., un âge mental de 8 ans. C'est-à-dire que c'est trop tard. Le cerveau n'a pas eu son enseignement primaire le plus important. Et après, c'est foutu. Bon, voilà. Vous comprenez bien que le cerveau humain est une chose incroyable que nous connaissons à peine, qui a des facultés de calcul tout à fait sidérales, de connexion simultanée. Vous savez, on est capable, en un clin d'œil, et ça vous l'avez sans doute vécu, vous êtes au volant de votre voiture, vous voyez quelqu'un qui s'approche, et va-t-il traverser, ne pas traverser, etc. On ne sait pas, mais en un clin d'œil, si vous pouvez croiser son regard, en un clin d'œil, vous savez ce qu'il va faire. Vous comprenez qu'il ne va pas traverser et vous continuez. Et ça, c'est ma transition vers l'intelligence artificielle. Puisque là, pour qu'une intelligence artificielle comprenne ça, on va peut-être attendre 20 ans pour que les calculateurs atteignent le niveau des 15 pétaflops, mais bon, je ne sais pas. Alors maintenant, je vais vous parler un peu de l'intelligence artificielle. Alors, tout d'abord, il y a un problème de traduction. Puisqu'en anglais, intelligence ne veut pas dire intelligence comme en français. En anglais, intelligence, c'est l'information. Intel, par exemple, hein, c'est l'information. Donc c'est déjà profondément très différent. Puisqu'en français, le mot intelligence a un sens beaucoup plus large. Il ne faudrait pas parler d'intelligence artificielle, mais d'information artificielle, de processus, d'algorithmes, de mécanismes artificiels. D'accord ? Donc, pour ceux qui sont assez néophytes en informatique, une intelligence artificielle, ce n'est pas un cerveau humain. D'accord ? Après, je vais rentrer dans les détails, mais enfin, un peu plus de détails. Ce sont des mécanismes de raisonnement qui peuvent apprendre et s'améliorer au fil des itérations. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que, par exemple, si on reprend la voiture, parlons des voitures, puisque c'est un sujet d'actualité qui débouche, les voitures autonomes, mais vous remarquez qu'elles ne sont toujours pas autorisées. Et je vais vous expliquer pourquoi. Une intelligence artificielle, c'est un logiciel qui a été développé dans les années 60, 50, mais pour essayer de faire simple, c'est un logiciel qui se base un peu sur la structure en cascade des neurones, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez un visage humain, vous avez une vision d'ensemble, mais ensuite, vous décomposez les détails. Votre cerveau décompose les détails. La forme des yeux, les oreilles, la bouche, l'attitude de la bouche. Le cerveau va décomposer en détails et va analyser des détails. Et par ces détails, il va comprendre votre humeur, si vous êtes amical, pas amical, par tous ces détails qu'il sectionne en morceaux, d'accord? Votre cerveau, différentes parties du cerveau vont travailler et vont vous donner une réponse. Et cette réponse sera copain, pas copain, pour faire simple. Une intelligence artificielle, enfin les chercheurs en intelligence artificielle ont dit c'est intéressant, on va essayer de faire la même chose. Alors on reviendra à la voiture après, on va parler pour l'instant des images de chats sur Google qui ont été un peu la base il y a maintenant une vingtaine d'années, qui ont un peu relancé ces histoires d'intelligence artificielle. Parce que la logique, on l'avait depuis toujours, c'est comme des capsules, si vous voulez, qui ont chacune un travail à faire, qui communiquent ensuite en cascade avec d'autres capsules. Ces capsules héritent de plusieurs capsules, ce qui leur donne une expérience, font un retour d'expérience et en cela s'améliorent. D'accord ? Alors je vous donne un exemple. Les détections automatiques de chats dans les photos. Alors c'est pourquoi je dis ça, parce que c'est ce que Google a commencé à faire il y a une bonne vingtaine d'années maintenant. Alors c'est quoi? Tout simplement, comment faire apprendre à une intelligence artificielle de détecter de manière automatique un chat dans une photo. Est-ce un chat? Est-ce un chien? Est-ce un humain? Est-ce une voiture? Non, c'est un chat. Alors comment l'algorithme fait? Tout simplement comme le cerveau humain. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on parle de neurones en apprentissage profond, en deep learning. On parle de réseau de neurones, puisqu'on va prendre une image de chat. Et d'abord, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va entraîner cette intelligence artificielle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le labeling, les labels. On va faire tout un tas d'images où ce sont des chats, et tout un tas d'images où c'est autre chose. Mais pas de chat. Un chien, un perroquet, une voiture, ce que vous voulez. Et il faut des centaines de milliers d'images pour que notre réseau de neurones, par itération d'erreurs et de corrections, d'accord, va acquérir, et c'est là un peu le mystère de l'intelligence artificielle, parce que c'est quelque chose qu'on comprend mais qu'on n'explique pas forcément bien. À force d'entraînement, de milliers d'itérations, en disant ça c'est un chat, c'est pas un chat, et en faisant comme le cerveau humain, c'est-à-dire en décomposant cette image en petits morceaux, en petites entités, en disant tiens les chats ils ont les oreilles plutôt pointues, donc vous voyez une forme pointue, donc ça se définit mathématiquement, les formes des yeux, les chats ils ont des pupilles verticales, donc tout ça ce sont des formes. Ces formes sont définies mathématiquement, donc ça c'est la reconnaissance d'image, c'est rien de bien compliqué. Mais ces formes sont définies, sont divisées en paquets, envoyées dans les neurones. Chaque neurone, après, a son job, renvoie ensuite aux neurones de la couche d'avant, parce que c'est par couche, en disant tiens, ça, c'est un chat ou non. Donc il y a un entraînement, d'accord, réunis ensemble, au bout d'un certain temps d'itération, d'erreurs et de pas d'erreurs, eh bien, ce réseau va être entraîné et va acquérir la compétence de détecter de manière quasiment miraculeuse, c'est-à-dire quasiment parfaitement, à 99,97 par exemple, va pouvoir réussir à détecter des photos de chats. Mais au préalable, nous l'avons entraîné. Et c'est là où Google a pu le faire, puisque tout le monde a commencé, il y a 10-15 ans, à mettre des photos sur Google et ainsi de suite. On a alimenté ce qu'on appelle aujourd'hui le big data.
Et grâce à cela, Google a pu faire tourner ses algorithmes sur vos photos, sans vous demander, mais vous savez que vous avez sans doute dit oui à un moment donné à une clause particulière qui dit qu'en fait, les photos que vous mettez sur n'importe quel site Google, etc., mais pas que Google, hein, Apple, Amazon, ne leur appartiennent pas, mais enfin, ils ont droit de les utiliser pour entraîner des intelligences artificielles ou faire d'autres choses. Il faut le savoir. Toujours est-il que Google a pu, comme ça, entraîner des intelligences artificielles et de fil en aiguille, grâce au big data, c'est-à-dire aux connaissances, eh bien aujourd'hui, on arrive à la détection de formes humaines, on arrive à des choses qui sont de la détection, de l'analyse, de la classification, de la quantification, mais pas de l'intelligence. L'intelligence, elle n'a lieu que parce que un ordinateur va vous détecter et va pouvoir par analyse d'images, etc., de température, savoir si vous êtes malade, pas malade, de quel groupe ethnique vous appartenez, pouvoir vous identifier dans une base de données. Donc, une intelligence artificielle peut faire énormément de tâches avec un apprentissage continu. Et là, c'est le fameux jeu de Go de Google encore, qui a battu le champion du monde. Et le Go, c'est un jeu extrêmement complexe, dans le sens où il y a énormément de possibilités de combinaison. Et ça, c'est de l'apprentissage. Mais ce n'est pas de l'intelligence. Parce qu'une intelligence artificielle qui a été entraînée pour détecter des chats ne peut pas détecter un chien. Vous comprenez? Alors qu'un être humain, vous, moi, c'est instantané. Chat, chien. D'accord? Donc nous sommes encore extrêmement loin de notre cerveau. Ça fait des choses incroyables, ça peut faire du morphing, prendre un visage de quelqu'un et le manipuler par rapport à un autre, ça peut traduire un langage dans un autre, et ainsi de suite. Et ça s'améliore, d'accord? Et ça s'améliore. Mais nous sommes encore extrêmement loin de notre cerveau. Donc il ne faudrait pas parler d'intelligence artificielle, mais de fonctionnalité artificielle. D'accord? De fonctions, reconnaissance, analyse, traitement, et ainsi de suite. Par contre, ce qui est certain, c'est que ces robots vont, dans un futur proche, pouvoir faire des tâches de tout ce qui touche un peu au tertiaire, c'est-à-dire par exemple même un docteur. Aujourd'hui, un docteur ne vous palpe plus, hein, donc en fait, qu'est-ce qu'il fait un docteur? Il vous pose des questions, et puis par rapport à vos réponses, il en déduit quelque chose. Mais ça, une intelligence artificielle peut le faire, sans aucun problème. Ça, c'est typique. C'est ça, elle va le faire, et elle va moins se tromper qu'un humain. Parce que nous sommes liés à l'émotion. Alors, il suffit que ce soit une jolie jeune fille, le docteur va être un peu troublé, va se tromper, etc. D'accord? Donc, une intelligence artificielle, elle, ira droit au but et ne va pas se tromper. Mais c'est des tâches bien spécifiques ou des choses, et elle peut être entraînée, s'améliorer, et ainsi de suite, mais elle n'aura pas un raisonnement transversal. D'accord? Une intelligence artificielle est vraiment focalisée. Alors maintenant, il y a des chercheurs et des sociétés qui essayent de développer l'intelligence artificielle transversale. Mais bon, ça, on n'y est pas. Bon, voilà. Hein. Si je vois ça un jour, je vous le dirai. Pour l'instant, je ne le vois pas. Moi, j'ai dans mon métier, nous utilisons beaucoup de traitement d'images et ainsi de suite. J'utilise personnellement de l'intelligence artificielle, enfin du deep learning, TensorFlow, pour ceux qui connaissent, pour faire de l'apprentissage, de détection ou de classification. Donc j'ai une petite connaissance, ce qui me permet d'avoir une vision un peu globale des choses. Alors maintenant, nous allons terminer sur la physique quantique et la possibilité de demain du cerveau, le cerveau de demain, donc la robotique. Mais avant, on va faire une petite aparté sur Elon Musk et sa société Neuralink. Vous avez vu la vidéo de Elon Musk il n'y a pas très longtemps, une vidéo d'ailleurs qui n'a rien démontré du tout. Hein, c'est vraiment du marketing, on vit dans un monde de marketing. Alors, ce brave monsieur a mis une puce dans les cerveaux de cochons. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai en lien. Et puis cette puce va soi-disant révolutionner le monde, puisqu'on va tous en avoir une.
et que ça va nous permettre de nous aider, de nous soigner, de nous rendre meilleurs, plus forts, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais enfin, pour l'instant, pour les cochons, ça fait rien du tout. Bon, c'est une avancée tout de même, parce que c'est miniaturisé, ça détecte les ondes du cerveau du cochon, et puis quand le cochon mange quelque chose ou touche quelque chose avec sa truffe, eh bien voilà, ça émet un son, et ça le détecte. Bon, voilà, en gros c'est ça. Hein. Donc vous imaginez qu'on est encore, mais alors très 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 loin d'un cerveau artificiel ou même de quelque chose qui va booster le nôtre. Bon, même capturer la mémoire, mettre notre mémoire dans un ordinateur. Bon, certaines choses vont arriver, bien évidemment. Pour des malades ou certaines maladies, ça peut être extrêmement bien. Alzheimer, par exemple, peut-être qu'on pourra aider. Mais on est loin du robot autonome, on est loin du robot de science-fiction qui va avoir une discussion avec vous, on est loin de tout ça. Hein. On est loin de HAL qui a une conscience. Hein. Mais on progresse. À petits pas, il n'y a rien de transcendant, on n'a pas fait de découverte majeure en informatique, on ne fait que miniaturiser. En physique quantique, ça traîne, c'est pareil. En physique tout court, on est toujours dans les modèles, la théorie des cordes, tout ça, il n'y a aucune avancée majeure. On ne fait que miniaturiser et réfléchir à des pistes, on essaye, mais pour l'instant, il n'y a pas de révolution majeure. Alors, on va conclure sur la physique quantique et les robots. Puisque vous avez sans doute tous entendu parler des ordinateurs quantiques, de la physique quantique, et ainsi de suite. Alors dans la physique quantique, c'est quoi la physique quantique? C'est tout simplement la physique du tout petit, hein, au niveau atomique. Et dans la physique quantique, il y a quelques notions dont je vais vous parler très rapidement. C'est pareil, c'est décrit dans mon livre. Donc, la première, parce que pour parler de l'ordinateur quantique, il faut que je vous décrive un petit peu ces différents phénomènes quantiques. Alors, ne vous inquiétez pas, j'y comprends rien, moi non plus, mais bon, j'ai quelques notions qui me permettent d'avoir une vision, mais c'est tout. Personne ne comprend d'ailleurs. Hein. Ou alors, peut-être quelques génies, mais ils sont rares. Donc, la première notion, c'est la superposition. C'est-à-dire qu'un objet au niveau quantique peut avoir plusieurs états simultanés en même temps. D'accord ? Alors, pour faire simple, imaginez une particule quantique, un cercle, et c'est magnétisé. Donc, il peut être en haut, d'accord ? Il peut avoir une polarité en haut et en bas en même temps. D'accord ? Alors ça, c'est très important, parce que la superposition, c'est vraiment ce qui va être utilisé dans les ordinateurs quantiques. Mais en gros, c'est ça. Disons que son spin, position, vitesse, hein, vous voyez, bon, c'est pour faire pas rentrer trop dans les détails, une particule au niveau atomique peut avoir deux états en même temps. Ensuite, il y a la dualité. La dualité, c'est la dualité onde et corpuscule. C'est-à-dire, c'est la lumière. D'accord ? C'est des paquets de lumière. Une lumière, c'est à la fois un photon, une particule, et à la fois une onde. Alors ça, c'est les fentes de Youn. Je vous invite à regarder sur Internet, vous trouverez. C'est assez incroyable. C'est-à-dire, en fait, si vous avez deux fentes et que vous mesurez... En fait, tant que vous ne mesurez pas un état quantique, il est dual, on va dire. Et dès que vous le mesurez, il se fige. D'accord ? L'état de superposition, dès que vous le mesurez, il s'arrête et il se fige. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on dit mesurer à l'état quantique, on touche. C'est des particules qui sont envoyées sur d'autres particules. Hein. Il y a une réaction quasi physique. Mais enfin, donc, dualité onde-corpuscule, ça veut dire que la lumière, c'est à la fois une onde et à la fois une entité, une boule, un photon. Alors, c'est les fentes de Youn, et ça a été prouvé par un Français en 1985, par Alain Aspect. Pareil, je vous mettrai des liens. Je ne rentre pas dans les détails, c'est pas la peine. Et ensuite, le troisième phénomène, c'est l'intrication. Alors, l'intrication, vous en avez peut-être entendu parler, parce que les Chinois ont lancé un satellite, c'est lié à tout ce qui est cryptologie. Et l'intrication, c'est tout simplement que deux photons, deux particules qui ont été créées en même temps, gardent
même séparés à des distances extrêmement lointaines de la Terre à la Lune, gardent un lien. Et c'est-à-dire que si on mesure une particule et qu'elle a par exemple son spin en haut, nous savons que l'autre aura le sien en bas. Elles sont opposées. Et la réaction est immédiate puisque c'est comme si elles étaient toujours ensemble. Donc ça ne viole pas la théorie d'Einstein sur la vitesse de la lumière, c'est différent. C'est comme si pour elle, il n'y avait pas de distance. D'accord ? Mais alors ça, c'est des portes ouvertes pour la cryptographie. Les Chinois ont lancé le premier satellite utilisant ce phénomène quantique de cryptographie, l'intrication. Donc c'est quelque chose qui va permettre... Et alors, Einstein, qui critiquait quelque part la physique quantique, avait dit oui, mais c'est comme si vous prenez deux boîtes à gants, d'accord ? Dans une boîte, vous mettez un gant rouge, et dans l'autre boîte, vous mettez un gant noir. Et puis, vous mélangez les boîtes, vous prenez une boîte, vous allez sur la Lune, j'ouvre la boîte, ah, c'est le gant rouge, donc je sais que dans l'autre boîte, c'est le gant noir. Non, c'est plus complexe que ça, et c'est ce qu'a démontré un aspect, c'est-à-dire qu'en fait, en cours de route, on peut changer des choses, mais le résultat sera le même. Ça veut dire que c'est vraiment intriqué. C'est pas la boîte à gants. Ça veut dire que ces particules sont intriquées, quelle que soit la distance, et de manière automatique, si on mesure une, l'autre, nous connaissons son état, par opposition de l'état mesuré. Et le dernier, c'est l'effet tunnel, et ça, c'est pour les microprocesseurs. L'effet tunnel, c'est tout simplement que une particule, vous avez une paroi, un mur, peut le traverser, mais au niveau atomique, hein. D'accord ? Et ça, c'est le grand problème des transistors. Les transistors, c'est ce qu'il y a dans les microprocesseurs, et on les réduit tellement, qu'il va arriver à un moment donné où les particules ne seront plus maintenues et elles sauteront le mur qui les sépare, et donc ça fichera tout en l'air, on ne pourra plus faire de calculs binaires, et ainsi de suite. Bon, ça, c'est pareil, je vous mettrai un lien sur un gars qui fait des vidéos très intéressantes sur l'électronique, si vous voulez aller plus en profondeur sur ces sujets. Tout ça pour conclure et vous dire que l'ordinateur quantique, c'est très compliqué. IBM, Google sont sur l'affaire, mais pour l'instant, il n'y a rien de vraiment fonctionnel. Alors, un ordinateur quantique qui devrait pouvoir arriver un jour au niveau de calcul et de connexion simultanée de notre cerveau, cet ordinateur quantique, on est loin d'y arriver. Parce que pour l'instant, on maîtrise quelques qubits, hein, 8, 12, 16, ils sont peut-être à 32 aujourd'hui. Alors le qubit, c'est le bit, comme le bit informatique. Alors le bit, pour ceux qui n'ont vraiment aucune notion d'informatique, l'informatique, c'est 0, 1, c'est-à-dire électricité, pas d'électricité, hein, avec des mémoires, avec des transistors qui bloquent, etc. Ça fait des portes logiques, et ça permet de faire des calculs. Mais c'est très basique, hein, vous voyez, c'est oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Oui, 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 non, 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 oui et non, oui ou non, enfin, donc c'est des opérations logiques. Mais comme on miniaturise ça et qu'on va dans des cycles d'horloge de plus en plus rapides et ainsi de suite, on arrive à des calculs phénoménaux aujourd'hui. Hein, genre notre iPhone, votre téléphone mobile a plus de capacité de calcul que lorsqu'on a envoyé les premières fusées sur la Lune. D'accord ? Donc c'est incroyable, mais voilà, on est loin toujours du cerveau humain. Alors maintenant sur le quantique, un bit quantique, c'est quoi ? Un qubit, lui il peut avoir deux états en même temps. Vous vous souvenez, le spin en haut ou en bas, hein, la superposition, il peut avoir deux états en même temps. C'est-à-dire en fait, vous pouvez paralléliser des calculs, mais pas tous les calculs. Pour regarder cette vidéo, un ordinateur quantique ne va pas vous servir. Non. Par contre, pour décrypter une clé, hein, pour toutes les cartes bleues, etc., tout est basé sur les mêmes algorithmes qui prendront à une machine humaine, une machine standard d'aujourd'hui, je crois que c'est plusieurs centaines d'années, quoi, je veux dire, ou des milliers d'années même, je n'ai plus le chiffre en tête, mais donc c'est quasiment impossible. Par contre, un ordinateur quantique, lui, en parallélisant, parce qu'il a ces doubles états, d'accord, pourrait tout à fait déchiffrer ça. Mais il faudrait beaucoup de qubits, et pour l'instant, je vous dis, on en maîtrise, je crois, 32 peut-être au maximum. Et après, les logiciels, etc., on est vraiment au début de l'informatique quantique,
on maîtrise mal les choses. Alors, petit rappel, un ordinateur quantique qui doit être refroidi quasiment au zéro absolu. Hein, le zéro absolu, c'est pas le zéro Celsius, hein. C'est moins 270. Bon, je vous mettrai le chiffre, mais c'est extrêmement froid le zéro absolu. Hein. Donc c'est très complexe. Pourquoi le zéro absolu? Parce que c'est dans le zéro absolu, la matière est quasiment figée. Vous savez, un électron et un atome, hein, un électron, il tourne autour de l'atome, il est partout en même temps. Hein. Ça, c'est l'aspect de dualité superposition. Il est partout en même temps et il remplit de l'espace. Et si on le mesure, paf, on le voit à un endroit. D'accord? Mais en se rapprochant du zéro absolu, tout d'un coup, tout se fige. Ou ça va très lentement. D'accord? Et donc là, on peut mesurer des opérations, enfin on peut calculer des opérations, on peut les mesurer, mais ça nécessite une infrastructure incroyable. Alors d'autres sociétés disent qu'ils n'ont pas besoin du zéro absolu, bon, moi j'y crois pas trop, a priori il le faut, donc c'est très compliqué. Il y a quelques ordinateurs quantiques sur Terre, IBM, Google, vous pouvez les utiliser en ligne, bon, vous verrez, les applications sont extrêmement limitées. Donc pour arriver aux 15 pétaflops de calcul d'un cerveau humain, on n'y arrivera pas, a priori, avec les ordinateurs classiques, parce qu'on est face à l'effet tunnel. C'est-à-dire, à force de miniaturiser les transistors, il arrivera un moment donné où les électrons vont sauter le mur, enfin, et ça sera plus gérable. Hein. Là, les plus petits, les gravures actuelles sont de l'ordre de 5 micromètres, je crois, enfin, c'est très petit, on arrive à la limite. Donc soit on développe quelque chose de quantique et on arrive à faire des calculs en parallèle, en masse, et là peut-être qu'on arrivera à une capacité de calcul équivalente à un cerveau humain, mais est-ce que cela voudra dire qu'on arrivera à une conscience, hein? Peut-être, peut-être pas. Et je vous rappelle que d'autres chercheurs, Penrose et d'autres, disent non, 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 non. En réalité, le cerveau humain n'a pas que ses neurones, ses connexions ou sa matière blanche, il y a également au niveau atomique des connexions. D'accord? Alors là, c'est totalement exponentiel. Ça veut dire qu'une machine n'arrivera jamais, a priori, à l'équivalent d'un cerveau humain. Voilà, la vidéo se termine. C'était aujourd'hui un peu plus technique, mais l'implication politique et sociétale face à cela, c'est que demain, les robots ne vont pas arriver, tout au moins avec une intelligence humaine. Par contre, l'intelligence artificielle, là où elle est très 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 bonne, c'est qu'elle peut vous traquer. C'est-à-dire qu'en fait, avec votre téléphone, Google ou autre, ou Apple, n'importe quel système d'exploitation, vous traque. Et là, il y a des agents d'intelligence artificielle qui vous traquent, qui vous suivent, qui vous analysent et qui développent le big data, renvoient ces informations aux gros fournisseurs. Et nous sommes un produit marketing. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Alors, quoi faire? Eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est d'arrêter un peu les réseaux sociaux, de moins passer votre temps dessus, de lire, de vous détacher, de reprendre la lecture. Et ce que je disais tout à fait au début, le grand luxe aujourd'hui, c'est le temps libre. D'accord? On pense comme ça que c'est facile, le temps libre. Oui, alors un chômeur, etc. Non. Même si vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas forcément de temps libre. Parce que si vous perdez votre temps, le temps, c'est la seule chose qui ne s'achète pas. D'accord? C'est la seule chose qu'on ne peut pas acheter. On peut quasiment tout acheter, mais pas le temps. Le temps, il passe, et quand il est passé, on ne peut pas le récupérer. Donc, il faut savoir maîtriser son temps, se détacher de toutes ces choses un peu artificielles pour pouvoir prendre le temps de lire, etc., et de comprendre et d'analyser, et de vous faire vous-même vos idées. Mais pour cela, il faut que vous ayez une culture minimum, philosophique, intellectuelle, mais également technique. Parce que si vous ne savez pas ce que c'est qu'une intelligence artificielle, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un minimum d'informatique ou d'électronique, comment fonctionnent les choses, etc., vous êtes manipulable. Parce que vous tombez sous le coup de l'ignorance. Et face à cette technique, à cette technocratie, vous vous sentez perdu et vous vous laissez aller. Et vous subissez cette technologie. On vous dit de faire ci ou de faire ça, on va vous implanter une puce, on va vous traquer avec le téléphone, vous subissez tout ça. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas. Et c'est important de comprendre.
C'est ce que j'ai essayé de faire avec cette petite vidéo, de vous donner une notion de ce que c'est que votre cerveau humain par rapport à l'intelligence artificielle, aux robots, etc., dans un aspect un peu évolutif par rapport à nos cousins les plus proches, les singes, notre deuxième cerveau, nos bactéries, les virus, tout cela fait ce que nous sommes. Et c'est important de le comprendre. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose et que cette vidéo vous a été agréable et qu'elle vous a apporté quelques connaissances. Merci et à très bientôt.